parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle session de Workplace Ninja France. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de session. L'idée c'est de relancer un peu le mouvement. Aujourd'hui on accueille Clément qui va nous présenter une super session sur l'évolution du Workspace. Maintenant je te laisse la main Clément. Bonne session à tous. Merci. Alors, on va mettre ça en plein écran, c'est peut-être un peu mieux. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la workplace. Donc d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Clément Séraphin, je suis architecte sur la partie M365. Je fais partie de pas mal de communautés avec lesquelles je m'amuse, dans les Identity Days, le Power 365 qui a lieu à Lille. Je fais partie de la communauté AMS avec laquelle vous pouvez me retrouver durant toute l'année. Je fais partie aussi des organisateurs du Power Platform French Summit. Donc aujourd'hui, je viens en tant que speaker du Ninja Workplace User Group France et aussi je fais partie des experts PowerShell pour le forum Expert Exchange. Je suis certifié sur pas mal de bêtises, je viens de Paris. Si vous voulez retrouver des news sur moi, vous pouvez me retrouver sur msblog.fr ou sur LinkedIn. On avait la petite partie hobbies, donc à chaque fois, j'aime bien rappeler que j'aime bien cuisiner. Et vous avez mes petites informations de contact si vous voulez m'envoyer un petit message. Donc aujourd'hui, on va faire l'agenda. Donc on va commencer par l'introduction. Après, on va avoir la partie, du coup, vu qu'on parle de workplace, quel est l'avenir, donc du coup, le what's next. On va faire une partie après démo où je vais vous montrer des petites choses et on terminera par la conclusion. Dans la partie d'introduction, j'aime bien cette petite photo. 1984, bon, c'était même avant ma naissance, hein. Mais concrètement, on se rappelle un peu de cette workplace, le bon vieux Macintosh à la disquette, installé Office en 24 disquettes, prenait une éternité, un bureau ultra encombré. Et en fait, j'ai voulu faire ressortir quelques éléments qu'on avait, on va dire à l'époque, un radio réveil, fax, calendrier physique, vraiment toutes ces parties-là, avec aussi les bons gros livres, horloge physique, vraiment paper news, tout ce qui est après, du coup, voilà, Office Supplies, hein, on avait des ciseaux, du scotch, de la colle, voilà. Il y en a certains qui en ont encore aujourd'hui, hein, je ne critique pas, mais c'est juste que c'est vrai qu'en 1984, lorsqu'on parlait d'avoir un bureau, il est très sacrément encombré. Après, en fait, on a un peu d'évolution lorsqu'on va aller 20 ans plus tard, en 2005. On a commencé à avoir les premières générations d'ordi portables qui sont arrivées et ça a commencé un peu à se libérer. On voit des différences. C'est pour ça que j'ai pris cette photo, j'aime bien, mais on voit quand même des différences qui commencent à arriver. Le fax commence gentiment à laisser place aux emails. On commence à avoir justement la notion de portabilité qui arrive sur la workplace. On a encore, j'allais dire la map monde parce que bon, Maps c'est pas encore là, on a encore des bottins, mais ça commence un peu à vraiment se terminer pour aller vraiment vers des annuaires online. Sortie de Windows Server 2003, on commence à avoir des petites parties de serveurs, d'interaction. Encore pas mal de choses qui sont physiques hein, en 2005. C'était vraiment encore cette époque-là. On va dire un tournant, puis après, en fait, on va aller vers la suite. Donc, une fois qu'on avait terminé 2005, on va aller juste 10 ans, même pas 10 ans plus tard, et puis c'est là où on atterrit sur un scénario qui n'a pas trop changé, on va dire, depuis 2014, c'est-à-dire un ordi portable, c'est tout, et un téléphone portable. Après, bon, les lunettes de soleil, on passera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les bureaux se sont relativement allégés. On commence à faire place aujourd'hui à du flex office. Mais sur la base, voilà, on atterrit sur seulement le PC portable, le téléphone. Bon, même pas de souris là, parce qu'apparemment il y a un fan du trackpad, mais voilà. Donc on a vraiment ces évolutions là qui ont eu lieu, passer de Macintosh vraiment physique au laptop physique, le calendrier physique. On est passé sur du calendrier dématérialisé dans Outlook. Les parties vraiment, encore toutes les notes qu'on prenait physiquement sur des cahiers. Maintenant, on a des gens qui sont sur des parties, voilà, OneNote. Donc après, pareil, hein, les livres, bien sûr, malheureusement, ceux qui sont encore sur les livres aujourd'hui, il y a du Wikipédia. Certains préfèrent le papier, bien sûr, mais de manière générale, la plupart de l'information arrive à se trouver dans des bibliothèques online. Euh, je parle de l'horloge, bon, physiquement, les horloges, pareil, hein, ça a un peu coulé. Tout ce qui est news, c'est parti online. Les Office Supplies, j'en parle même pas, j'ai pas de stylo sur moi. Donc, je vous avoue, hein, c'est toujours ça. Hein, aujourd'hui, c'est devenu un peu. À la base, c'était un peu natif. Maintenant, c'est un peu la guerre. Genre, on a un papier à signer. C'est qui a un stylo?
C'est un peu la question qu'on se pose au bureau, hein, ça arrive assez souvent. Et la téléphonie fixe a commencé à disparaître, hein. Vraiment, on arrive vers des solutions justement de VoIP au travers de Teams. À l'époque, c'était Skype. On a vraiment des solutions de VoIP et même on considère plus forcément l'utilisation de téléphone fixe, mais directement de téléphone portable. Donc, on a fait un peu un statut. La question un peu, ça va être quel est le what's next? Quelles est, on va dire, les prochaines étapes? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, bah ouais, c'est bien comme ça. Mais il y avait une époque, on se disait, bah ouais, c'est bien comme ça. Et après, en 84, on se disait, bah ouais, c'est bien comme ça. En fait, c'est juste que la workplace évolue au fur et à mesure des années. Elle continue de faire son petit chemin, d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer. La question, c'est un peu, dans cette session, c'est de se dire quelles sont peut-être les prochaines étapes. C'est un peu d'échanger sur ça ensemble. Donc, je vais vous faire des propositions, des choses là-dessus. Concrètement, ne me prenez pas au mot en mode oui, ça arrivera jamais. Oui, peut-être ça arrivera jamais. J'en suis bien conscient. La chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'avait jamais imaginé, vous savez, ceux qui avaient le papier carbone ne voulaient pas s'en débarrasser pour prendre une imprimante. Bon, bah, les papiers carbone, je suis même pas sûr qu'on peut encore en acheter. Donc du coup, le but, c'est un peu de vous présenter ça. C'est de se dire quelles vont être les prochaines étapes de la workplace. Sur ça, donc du coup, en fait, j'ai fait un peu un parallèle en fait avec les parties de génération. Il y a des choses en fait où concrètement, lorsqu'on va parler de la workplace, on peut aussi y associer des générations. Pourquoi donc? Concrètement, aujourd'hui, en fait, certaines générations vivent avec ou sans le numérique, ont différents symboles qui leur sont appropriés et concrètement, en fait, ça va impacter les méthodes de travail et les communications qu'ont ces personnes-là. Si vous prenez, voilà, on avait la première, ce qu'on appelle la génération silencieuse, qui était avant 45. Bon, maintenant, je ne pense plus qu'il y en a énormément qui sont encore sur le marché du travail. Leur symbole, c'était la voiture à l'époque, post-guerre. Donc, concrètement, ces personnes-là sont attachées du papier. Ma grand-mère n'a pas de téléphone portable. Mais concrètement, après, on arrive sur les baby boomers. Et donc, aujourd'hui, c'était voilà, ce qu'on appelle les early adopters. Dès qu'on trouve des profils dans l'IT qui sont entre 45 et 59, généralement, c'est des gens qui ont commencé à la carte perforée. C'est des gens qui vont bientôt atteindre la retraite, hein, pour certains. Ces personnes sont très importantes parce que c'est eux qui ont connu le début de l'informatique. Le SIM, c'est un peu la télé pour eux. C'est vraiment des personnes qui ont découvert le téléphone, etc. Généralement, aujourd'hui, vous avez des profils, je pense à un collègue comme Thierry Demant, cette personne-là, voilà, a commencé à la carte perforée, qui aujourd'hui connaît tout de l'informatique de A à Z, parce qu'en fait, il a commencé au début. On va avoir après les générations X, voilà, on évolue un peu. 60-79, c'est l'arrivée de la disquette. Donc, c'était ce qu'on appelle les digital migrants en termes de technologie. Sur ça, on commence à avoir voilà, l'arrivée de l'ordinateur, la fin du fax, etc. La chose qui est, c'est que ces personnes-là ont été un peu une génération qui a un peu résisté, mais qui a commencé à aller vers ces outils-là. 60-79, c'est aussi des personnes qui aujourd'hui, on arrive à retrouver sur des postes de direction énormément. Donc en fait, vous savez, on a un management qui est assez vieillissant. Donc en fait, généralement, toutes les personnes qui font de la direction d'entreprise aujourd'hui, malheureusement, sont génération X. Et c'est pas forcément un problème, mais concrètement, des fois, ces personnes-là on va dire, sont encore ont connu la balance entre les anciennes et les nouvelles technologies et sont un peu plus résistantes aux nouvelles technologies que les dernières générations. Si on va prendre la génération Y, donc génération Y, c'est la mienne, parce que moi, je suis encore un jeune de 93, hein. Mais concrètement, voilà, c'est des personnes qui ont commencé à grandir avec le numérique. C'est des personnes qui ont commencé à grandir avec des PC bon, bah oui, on a malheureusement cette image dans le métro de la personne qui a la tête baissée sur son téléphone. C'est des personnes qui concrètement ne sont pas attachées aux anciens supports comme le journal ou encore voilà vraiment les livres. C'est des gens qui vont être plus attachés à d'autres choses de manière générale, comme des choses qui sont voilà, ils sont nés avec le numérique. Ces personnes-là sont susceptibles, on va dire plus susceptibles d'avoir une adoption facilitée sur des nouvelles technologies parce qu'en fait ils ont grandi avec ça. Lorsqu'on arrive, il y a vraiment les différences, la grosse scission qu'on a entre génération X et Y.
se fait dans l'adoption en fait des technologies. On va avoir beaucoup plus de résistance en génération X qu'en génération Y à faire adopter de nouveaux usages. Le dernier, c'est génération Z, c'est tous ceux qui sont arrivés après 2000 et on est en 2024. Ces gens-là sortent sur le marché. En clair, aujourd'hui, si vous avez une boîte de consulting et que vous avez des consultants, la masse, votre masse salariale, la petite, voilà, tous les petits genoux qui réalisent tous les projets, ils sortent d'école aujourd'hui. Et ces personnes-là, actuellement, c'est ce qu'on appelle des numériques addicts. C'est des personnes qui ont fait que ça, que du numérique et qui sont ultra avancées sur le numérique. Ces personnes-là voient 10 ans en avance sur tout ce qui sort. Ils sont toujours ultra informés, ultra connectés. Et concrètement, aujourd'hui, pour eux, la seule chose qui compte, c'est les nouvelles technologies. Au résultat, en fait, quand vous allez avoir une génération Z et une génération X, il va y avoir pas mal de clash dans une boîte. Pourquoi? Parce que la génération X va avoir du mal à adopter un produit, alors que la génération Z se sent super mal dans l'adoption des produits qui sont encore de la génération X. On a des personnes, voilà, hein, on me dit oui, on va demander à quelqu'un de la génération Z, fais-moi un rapport de 15 pages par écrit, sans un PC, ça va être compliqué. Et c'est là où en fait on a vraiment ces choses-là. Donc les premières choses que je vais vous conseiller sur les parties de workplace et évolution, c'est essayer de prendre en compte toutes vos générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génération Z, c'est la masse salariale qui arrive chez vous. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez des outils, s'ils sont faits que pour votre direction qui est en génération X, ça ne va pas forcément être utile à 95% de votre masse salariale en génération Z. Donc c'est un peu le message que je voulais passer sur ça, sur les parties de l'évolution de la workplace par les générations. Petit Gartner, le Gartner a fait un petit truc l'année dernière qui était assez sympa, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à sortir toutes les technologies émergentes. Et donc je vous ai fait un petit truc sur les parties vraiment qui pouvaient concerner la workplace. Aujourd'hui, on parle workplace, hein, il y a plein de choses dedans, mais on va parler surtout workplace. Et donc concrètement, en fait, ils ont divisé en 4 et ils ont évalué entre 1 et 8 ans pour qu'est-ce qui allait arriver. Et donc on prend, voilà, il y a des exemples comme la 6G qui devrait arriver dans 6 ou 8 ans, c'est pas très important sur la workplace. Par contre, il y a des choses qui aujourd'hui vont nous intéresser. On va parler de la partie Smart World avec les parties métaverses, par exemple, qui actuellement sont en train de commencer à arriver. Les Digital Twins, Digital Human, la partie spatial computing. Et la dernière chose va être la partie générative AI. Donc du coup, pour faire ce petit tour, donc Metaverse, déjà, on va commencer un peu à en parler parce que c'est quelque chose sur laquelle je travaille énormément en ce moment. Les premiers modèles de Metaverse, donc actuellement, on est dans ce qu'on appelle l'Emerging Metaverse. C'est pour ça que je vous fais une petite démo après sur de l'Emerging Metaverse. C'est des technos qui arrivent, qui commencent à arriver, très, très, très friands sur les générations Z. Pourquoi? Concrètement, les gamins, vous ne connaissez pas un gamin qui n'a pas une PlayStation, hein. Aujourd'hui, voilà, les gamins, jeux vidéo, monde virtuel, ça leur parle. Et le métavers, c'est quelque chose qui, en fait, concrètement, va juste continuer de grandir avec les générations qui arrivent. Si vous êtes dans une ancienne génération que vous dites oui, non, mais c'est juste un jeu, ça sert absolument à rien. Non, en fait, cette génération va vous faire vite comprendre à quel point ça peut être utile. Donc normalement, on évaluerait que les usages avancés du métaverse devraient arriver dans l'année prochaine. On va voir, mais après, je pense que oui, il va falloir encore attendre quelques années comme 2029 pour avoir ce qu'on appelle le mature métaverse et d'avoir une généralisation des usages en entreprise. Donc c'est pour ça. Actuellement, vous voyez, il y avait à droite, ils ont fait le Gartner, une possibilité sur voilà quelles sont les opportunités que vous avez dessus. Aujourd'hui, voilà, on a ces parties-là gaming, les parties digital human. Donc peut-être vous connaissez déjà les avatars dans Teams. Les parties digital human, ça continue d'arriver, ça continue vraiment de se populariser. La chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est les parties de virtual space et de shared experience. Il y a très peu de gens qui font du virtual space et des shared experience. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça correspond, quelles sont un peu les utilités qu'il y a là-dedans pour aller vers du métaverse. Et après, on parlera de spatial computing. C'est l'heure de la démo. Donc, je vais vous présenter Mesh. Mesh est un petit sujet sur lequel j'aime bien travailler. Concrètement,
Mesh aujourd'hui, c'est un petit produit chez Microsoft, c'est inclus dans vos licences Teams Premium. Alors oui, 5 euros par mois par personne, je précise. Et je vais commencer par là, comme ça on voit pas grand-chose, mais bon. En gros, qu'est-ce que c'est Mesh? Mesh, c'est le fait d'avoir un environnement virtuel avec lequel où j'ai mon avatar. Donc, du coup, mon petit avatar qui est dedans va pouvoir. Donc, c'est comme un jeu vidéo, hein, vous allez me dire. Mais cet environnement virtuel que j'ai développé totalement sur Unity, quel est son use case? Euh, on est arrivé en janvier et on a fait un AMS pour l'électricité de Strasbourg. Électricité de Strasbourg, concrètement, aujourd'hui, ils font des éoliennes. Et les éoliennes, ben, qu'on se le dise, hein, c'est pas forcément le plus simple lorsqu'on a un petit junior qui rejoint la boîte, d'aller le former sur une éolienne. Genre comment ça fonctionne une éolienne, comment on peut intervenir dedans. Lorsqu'on va prendre une nacelle en haut d'une éolienne, concrètement, aller mettre la tête du genou dans l'éolienne, ça va pas être le plus simple. C'est compliqué, ça demande du temps, il y a des risques, parce que bon, on parle d'un travail en hauteur. C'est pas le plus simple en fait, vraiment sur ça. Et en fait, la chose qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, bah, du coup, je voulais vous montrer un cas d'industrie, c'est-à-dire, on va se pencher sur comment fonctionne une éolienne. Donc concrètement, si vous préférez, j'ai fait juste un environnement virtuel où vous allez avoir du coup le fonctionnement d'une éolienne. Donc il y a une petite vidéo qui explique comment fonctionne l'éolienne. On va avoir la documentation qui est à côté, mais le plus simple aussi, ben, ça va être concrètement, ou pas, je vais aller me téléporter. Et en fait, lorsque j'arrive là-haut, simplement, en fait, je peux aller vers l'éolienne. Donc là, je suis en haut, hein. Vous voyez, il y a l'autre partie de la scène qui est en bas. Mais concrètement, en appuyant ici, je vais juste pouvoir voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce générateur. Et je vais pouvoir, bah, du coup, échanger avec mon mentor, par exemple, sur comment faire cette opération-là, comment ça fonctionne, vraiment pouvoir m'entraîner dans un environnement totalement virtualisé, sans réalité. Parce qu'on est d'accord quand même, hein, aller en haut d'une éolienne, c'est pas le plus simple, hein. Là, c'est quelque chose qui facilite ce use case-là. L'autre chose qui va être ultra top avec ça, c'est que, donc là, je vous le montre sur PC. J'ai pas mon casque VR sur moi, mais avec un casque VR, vous pouvez aller directement opérer et interagir avec les éléments qui sont dedans. Bien sûr, à côté, j'ai mis une petite vidéo qui explique, voilà, à l'intérieur de la nacelle, comment ça fonctionne. Dans la suite, la chose qu'on va voir, c'est la petite partie qui est ici. Alors désolé, j'ai laissé un média traîner. Oh, bah, je vais juste le supprimer. Voilà. Et dans cette partie-là, bah, concrètement, en fait, la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir prendre les éoliennes, les placer, et en fait, elles vont s'animer directement en fait avec le vent. Donc c'est vraiment des petites choses où vous pouvez concrètement, si vous regardez là, j'ai mis une éolienne. Si je la déplace en dehors, elle s'arrête. Enfin, je ne l'ai pas déplacée en dehors. Si je la mets en dehors, elle s'arrête. Si je la mets dedans, elle va s'animer. Et ça, par exemple, vous pouvez. Donc, ils ont fait quelque chose sur Mesh qui vous permet aujourd'hui, en fait, même d'avoir toutes les métriques qui sont liées à l'objet. Donc, du coup, vous pouvez voir à quelle vitesse ça tourne selon le lieu où vous la placez. Vous avez des interactions qui se font avec l'eau, avec des éléments physiques. Microsoft a voulu faire ce pari-là de dire à quel point on peut aller dans du digital workspace. C'est-à-dire là vraiment, et cette partie-là, donc concrètement, ce qui est bien, c'est que, bon, malheureusement, je suis tout seul, il n'y a personne qui a voulu joindre à moi aujourd'hui, mais vous pouvez être, concrètement, vous pouvez être avec vos collègues et commencer à travailler sur des maquettes 3D dedans. Donc, ce qui est bien vraiment, c'est cette partie-là de se dire virtuellement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux aller apporter là-dedans. Donc, pour les métiers de l'industrie, je trouve que c'est super recommandé. C'est des choses qui aujourd'hui bah, nécessitent un PC, bon, un PC avec quelques performances quand même. Pas le plus gros PC de la planète, hein, mais au moins un petit PC. Et une fois que vous avez ça, vous avez juste besoin, au pire, vous embauchez un mec qui sait faire un peu de jeux vidéo, un peu d'Unity. Il va vous créer tout l'environnement et ça peut être utile pour votre entreprise. Donc là, c'est un peu le cas que j'avais fait pour l'électricité de Strasbourg, hein. Je pense que ça reflète bien la partie électricité. Je vais vous montrer juste un autre cas où je me suis un peu amusé. La partie sur le cas, donc je fais pas mal d'AMS et le thème que j'aime bien faire, en fait, c'est que quand on va dans un AMS, on va le faire dans une ville toujours différente. Ça change tout le temps de ville. On l'a à Marseille le mois prochain, on l'a eu à Paris.
Et donc, du coup, je suis parti dans le trip. On est allé à Lausanne le mois dernier pour vraiment, du coup, présenter AMS Lausanne. Et je vais vous montrer un cas. En fait, aujourd'hui, Lausanne, voilà, c'est une petite ville, hein, il n'y a pas non plus grand-chose. Ici, on a fait, voilà, j'ai fait ma présentation. La petite présentation de la communauté AMS avec les membres, les event list. Bon, vu qu'on est avec les ninjas, on va passer sur ça. Mais du coup, concrètement, voilà. Donc ça, c'est la petite chose que j'ai fait sur la ville de Lausanne. Pour ceux qui ne la reconnaissent pas, donc là, c'est la porte en fait de la cathédrale de Lausanne. La cathédrale Notre-Dame de Lausanne, en fait, cette porte, c'est des personnes qui, très sympathiques, l'ont mis à disposition. C'est du scan, ce qu'on appelle du ultra scan 3D. Donc, oui, c'est la porte concrètement. Si vous allez devant en 3D, bon, bien sûr, c'est toujours mieux en vrai. Mais si vous n'êtes jamais à Lausanne, en fait, c'est sympa, elle est à taille réelle. C'est la porte en fait de la cathédrale de Lausanne. On a mis quelques vidéos comme le musée des JO, des vidéos, ouais, bon, après bien sûr fondues, hein. Et après quelques éléments qui sont actuellement dans le musée cantonal d'archéologie. Ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver là-bas. Ce qui est bien, c'est que ces éléments-là, ça, c'est une ceinture. Mais concrètement, j'ai pu, vu qu'elle a été scannée en 3D, j'ai pu faire un x2, voire même un x4 pour qu'elle soit un peu plus gros et qu'on puisse la voir. Une épée pareille. Donc en fait, c'est des choses où concrètement, des éléments de musée peuvent commencer à devenir interactifs et on peut les voir sans forcément, on va dire, être à Lausanne. Donc là, le cas, c'était, j'allais dire, un cas touristique sur la ville de Lausanne. Et encore, voilà, donc dans les parties d'interaction, on a mis là, bon, ce que j'ai voulu faire, vu que c'est des conférences, à chaque fois on a la table, hein. Donc après, voilà, si vous voulez, pour la bêtise, on peut prendre une bière, on peut l'acheter. Et même au meilleur des cas, j'ai juste, par exemple, ça c'est l'épée qui est dans le musée. Vous pouvez vous amuser avec l'épée qui est dans le musée et j'allais dire à peu près, j'allais dire, aller foutre tout le bazar dans la table. Mais c'est juste des cas un peu fun, hein. Mais dans les métiers de l'industrie, si vous voulez un exemple ultra concret, CMA, la chose qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils se sont dit, CMA, je vais prendre un bateau, un cargo, et ils l'ont entièrement virtualisé. Ils ont virtualisé entièrement un cargo chez CMA. Et donc, du coup, vous savez, le cargo, de toute façon, il ne reste pas forcément en port très, très longtemps. Et donc, la chose qu'il y a, c'est que lui qui ne reste pas forcément très, très longtemps en port, euh, ils ont virtualisé le cargo. Et donc, du coup, il y a des matelots, avant d'embarquer, ils peuvent le visiter virtuellement. Donc, visite d'un cargo avant d'onboarder, parce que le cargo, en fait, il va rester que 5-6 heures, décharger, charger, il repart. Les gars, avant qu'ils embarquent, ils peuvent voir, on va dire, comment est fait le cargo à l'intérieur. Donc ça, c'est des cas, c'est juste le cas de Mesh, d'accord, de la partie vraiment métaverse qui devrait se développer dans les années qui arrivent. La générative IA, bon, je vous ai mis une petite vidéo, on ne repart pas de copilote à toutes les sauces, hein. Copilote, vous en avez sans doute entendu parler. Oui, la workplace du futur, concrètement, c'est vrai qu'elle va être dotée d'AI. Ça va pouvoir vraiment sur ça, voilà, vraiment, on va mettre de l'AI dedans. On va pouvoir avoir des documents qui se font tout seuls. Aujourd'hui, Copilot, si vous ne l'avez pas dans votre entreprise, si vous perdez un gros ROI là-dessus. Copilot, aujourd'hui, c'est l'outil par excellence qui vous permet de faire vos documentations. C'est l'outil par excellence qui vous permet de drafter vos mails quand vous avez un gros syndrome de page blanche. Ça vous permet de gagner énormément de temps. Les évaluations de Microsoft sur la partie générative IA sont assez impressionnantes. On évolue que oui, une personne pour des parties Office gagne environ peut-être 66% de son temps quotidien. Donc ouais, il passe un tiers de temps en moins sur la partie bureautique grâce à Copilot. Donc c'est assez impressionnant. Et pour tous ceux qui aiment bien Copilot, hein, concrètement, ce qui est bien, c'est qu'on est dans Teams aujourd'hui, hein. Et donc là, vous êtes tous là. Et vu que le record a été start, ah non, c'est que les membres. Il n'y a que Damien qui l'a. Désolé, je ne suis pas le membre interne, mais bon. Oui, Copilot ne marche que quand c'est vous qui organisez le meeting, malheureusement. Mais concrètement, lorsque vous avez Copilot, donc on va faire une petite chose. Est-ce qu'il est bien activé? Je l'ai activé sur celui-là ou pas? Pas sûr. En fait, lorsque vous avez Copilot, vous allez pouvoir générer du contenu
Euh, donc concrètement, sur ces parties-là, voilà, créer un budget, créer une timeline pour un lancement de produit, des agendas, etc. Concrètement, l'une des fonctionnalités les plus populaires que j'ai, moi, sur mes POC, c'est la partie résumé de meeting. Lorsque vous êtes en cours de meeting, vous demandez à Copilot où est-ce qu'on en est dans le meeting. Et Copilot va générer ça. L'autre chose dont je vais vous parler après, c'est la partie spatial computing. Oui, vous avez tous vu l'Apple Vision Pro qui est sorti. C'est sûr que c'est un prix. Je ne vous conseille pas d'acheter un Apple Vision Pro, mais c'est un très bel exemple de spatial computing. On a des gens qui se baladent dans la rue avec un Apple Vision Pro. C'est un peu, j'allais dire, un peu bête sur les bords, mais c'est un exemple, on va dire, de spatial computing. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, vous allez faire votre pièce, vous allez placer des éléments dedans et vous allez pouvoir justement interagir avec. Lorsqu'on va aller un peu plus loin ici, je vais vous présenter donc autre chose qui s'appelle X-Reel. Donc pour ceux qui ne sont pas trop au jus, mais Apple Vision Pro, ça a été présenté au CES. Apple, bien sûr, avec sa com, a vendu le truc et bien sûr, ça a fait les gros titres. Mais en fait, lorsque vous allez au Consumer Electronics Show, vous avez quelques autres présentations, comme par exemple X-Reel, qui aujourd'hui X-Reel est l'un des concurrents, on va dire, d'Apple sur cette partie-là. Ils ont proposé des solutions qui sont actuellement en fait des lunettes avec des verres réfléchissants. Donc c'est des lunettes de projection directement. C'est comme l'Apple Vision Pro, hein. Sauf quelle est la différence? Au lieu de faire ce qu'on appelle du pass-through, d'avoir des caméras qui filment et qui vous montrent, vous voyez en direct. C'était le cas des HoloLens à l'époque. Aujourd'hui, les X-Reel R2 vous permettent d'avoir un ordinateur directement dans des lunettes qui font moins de 200 grammes. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez ça sur la tête, vous avez l'équivalent d'un Apple Vision Pro. Quelle est la différence? X-Reel n'a pas une agence de com comme Apple, hein. Et le produit actuellement est encore en développement. Donc, en fait, concrètement, il est ultra dépendant des développeurs qu'il y a dedans. Vu qu'Apple force énormément sur sa com, il y a beaucoup de gens qui développent sur Apple. Là, concrètement, pareil, sur la partie X-Reel, il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui développent en 3D. Mais c'est comme toutes les technos, hein. Si vous prenez un Apple Vision Pro, il n'y a pas grand-chose dedans aujourd'hui. Moi, j'ai un MetaQuest Pro, il n'y a pas grand-chose non plus dedans aujourd'hui. Mais ça, c'est une solution, on va dire, sur les parties de spatial computing qui se font. C'est-à-dire de se dire, demain, est-ce que je vais toujours avoir un ordinateur ou est-ce que seulement une paire de lunettes peut me permettre d'avoir une partie de spatial computing? L'autre exemple que je voulais vous faire voir, c'est la partie Rayneo. Alors, Rayneo, concrètement, le produit est encore communautaire. Donc, aujourd'hui, ce produit-là, en fait, vous pouvez l'acheter à travers d'un projet de chez Rayneo. Les gars qui ont inventé ça, direct, ont été supportés par TCL. Donc, TCL, c'est pas n'importe qui quand même. On peut, voilà, c'est pas non plus ultra populaire en Europe, mais actuellement, à savoir en Chine, c'est le number one, quoi. Et donc, ils se sont fait directement des lunettes qui sont encore plus portatives, avec directement en fait, un écran qui est sur le verre. C'est un écran micro LED directement sur le verre qui vous permet dedans d'avoir des informations. Donc vraiment, cette partie est vraiment micro-verre, c'est ultra révolutionnaire. La paire de lunettes fait moins de 80 grammes. Certes, ça, en clair, vous avez l'air un peu con, vous avez des grosses lunettes, mais j'allais dire, vous n'avez pas l'air aussi con que lorsque vous avez les autres lunettes qui celles-ci, on va dire, ont un écart de 15 cm devant vous. Mais la chose qu'il va y avoir en fait avec ça, vraiment, Rayneo aujourd'hui, c'est un projet voilà, émergent sur ça. Et les parties vraiment que je vais souligner, c'est qu'aujourd'hui, si vous connaissez le prix d'un Apple Vision Pro, ça coûte un bras, hein. Ça coûte vraiment un bras un Apple Vision Pro. Et ben en fait, lorsqu'on va aller vers les parties X-Reel R2 Ultra ou les parties Rayneo, on est sur des budgets qui sont à moins de 800 euros. Donc ici, un peu plus de 3000, ici 700, 800. Voilà. Malheureusement, ils n'ont pas les équipes de com de chez Apple, hein, mais ces produits-là,
pour moi, représente vraiment le futur des produits pour le spatial computing. Ces produits-là, aujourd'hui, lorsqu'ils vont arriver et seront plus popularisés, ben, on va commencer à se poser d'autres questions. On va commencer à se poser les questions, est-ce que vraiment on va pouvoir passer peut-être sur quelque chose d'entièrement virtualisé? Certains, au début, n'étaient jamais fans d'avoir ce fameux écran en face de la tête. Lorsque vous prenez le MetaQuest Pro que j'utilise, ben, aujourd'hui, j'ai un écran qui est à 5 cm de ma tête. Voilà, c'est tout proche. Ça, on se dit, oui, ça va me bousiller les yeux. L'Apple Vision Pro, c'est la même, hein. L'écran, il est tout proche. La chose qui est, c'est qu'aujourd'hui, on continue d'avoir des technos qui font que les écrans évoluent, se miniaturisent. Donc aujourd'hui, si on prend juste le cas de l'Apple Vision Pro, on a de la 4K, on a du 120 Hz, on a des écrans micro LED qui sont vraiment pas forcément fatigants pour les yeux. On n'est plus sur les vieux 60 Hz qu'on a connus à l'époque où on avait des mal de tête à la fin de la journée. Ici, lorsque vous allez plus loin, le Ray Neo, l'écran il est carrément translucide. Donc ici, quand vous avez, c'est pas forcément un écran, c'est juste, on va dire, de la superposition, comme pour les HoloLens. Donc là, lorsque vous désactivez les lunettes, et ben, la chose que vous allez avoir, simplement, c'est en fait ce que vous voyez devant vous. On ne parle que de superposition de. Pour le Renneo, vous pouvez trouver des exemples sur le web, hein. Si vous tapez Renneo X2, vous allez direct voir des gars qui ont fait pas mal de tests dessus. L'une des choses qu'ils ont mis, c'est qu'ils ont mis un peu d'IA dedans. Aujourd'hui, dans ce cas-là, pour les Renneo, il y a des gars en fait qui, lorsqu'ils ont commencé à l'utiliser, je vous montre une petite vidéo vite fait. Vous avez un. Alors, en fait, l'une des choses que j'apprécie vraiment dans ce produit-là, c'est la partie de. Voilà, vous avez des exemples. Alors, j'allais dire, c'est pas encore. Donc, quand vous les portez, c'est pas non plus le truc tip top, mais surtout, voilà, le plus important à voir, c'est ça. C'est-à-dire que c'est que de la superposition. Il y a une petite caméra qui est dedans qui vous permet de filmer ce que vous voyez, mais donc du coup, ici, vous avez que de la superposition d'éléments. Vous n'avez pas forcément un besoin en termes de transport. Vous pouvez voir, hein, elles sont pas ok, c'est pas les plus belles, c'est pas des lunettes, c'est pas des Ray-Ban les gars, hein, mais genre concrètement, aujourd'hui, ça devient déjà totalement acceptable. Tout le footage qui est là, en fait, a été fait avec la caméra directement sur la paire de lunettes. Et l'une des choses qui est super bien qu'ils ont fait avec l'IA, c'est qu'ils ont mis des fonctionnalités de real-time translation. Donc en clair, avec vos lunettes, quand quelqu'un parle en face de vous, là par exemple, quand quelqu'un parle en face de vous, vous allez avoir une traduction en temps réel qui apparaît dans les lunettes. Ils ont mis un gong pour mettre l'exemple en fait d'un tutoriel. Quel est le tutoriel en fait que vous pouvez faire pour apprendre à utiliser du moins le gong qui est en face. Donc ça se développe, hein. Si vous êtes développeur, que vous avez envie, j'allais dire, allez vous amuser avec. Mais concrètement, ça pareil, ça c'est donc la partie Digital Human, c'est des parties voilà, des assistants qui sont totalement faits en 3D. Derrière ça, ils ont mis une grosse AI avec du GPT et donc du coup concrètement, lorsque vous interagissez avec, vous avez un personnel assistant en 3D. Donc c'est un peu vraiment pour moi les futurs produits, on va dire, qui vont arriver. Et Microsoft, en fait, supporte ça. L'une des choses, voilà, moi je suis quand même Microsoft 100%. Ils avaient fait de l'annonce pour l'Ignite. Microsoft a release Microsoft 365 en VR. Et cette image-là, elle n'est pas inventée, elle arrive de chez MS. Ils ont fait un truc, un système où ils se sont dit, vous savez quoi, on va du coup proposer. Donc là, c'est un Quest Pro. Cette image date de l'année dernière. Le Quest Pro, c'est celui que j'ai. Et concrètement, le but, c'était de dire, est-ce que aujourd'hui, on peut avoir une table vide avec juste un clavier et une souris, et en fait, le headset en VR va représenter que le PC. Et terminado, plus de PC portable. Et concrètement, c'est ce qui continue d'évoluer. Ça, c'est ce que j'avais présenté à Berlin avec mon petit casque. Et en fait, si vous regardez dedans, donc ça, c'était la partie à l'époque Mesh pour, du moins, Meta, donc les parties que Facebook avait fait de partenariat avec Microsoft. Et donc là, en fait, on est en réalité voilà, dans une salle de réunion avec Yves. Et je passe dans mon propre environnement virtuel. Et là-dedans, en fait, je vais aller rattacher mon PC. Et alors, Pouk, attendez, voilà, juste ici, je vais aller rattacher mon PC et je vais avoir trois écrans.
Donc concrètement, ces 3 écrans virtuels, ils font tous 42 pouces. C'est des écrans géants. Et en clair, je peux ajuster le nombre d'écrans, la taille des écrans et travailler avec. Oui, aujourd'hui, ce casque-là, à le porter toute la journée dans la tête, ça fait un peu mal. C'est pas ouf. Mais si vous prenez l'exemple des lunettes qui sont à 200 grammes, du coup, en fait, ça fait que j'ai 3 écrans à pas acheter avec. Hein. Ça me fait 3 écrans en moins. Ça me fait 3 écrans virtualisés. Je peux choisir la taille. Vraiment, le best, c'est pour les Excel. Vous avez des Excel énormes sur un 42 pouces. J'en connais qui ont des gros écrans énormes pour gérer leur Excel. Là, en fait, c'est vous qui définissez la taille de votre écran parce qu'il est virtuel, en fait, et le nombre d'écrans que vous voulez. Donc là, par exemple, au milieu, j'avais mis quoi? J'avais mis Word, la boîte mail, puis voilà. Et en plus, voilà, je peux travailler avec. Donc là, j'avais un boîte mail. J'ai mis mon Teams à droite. Et en fait, voilà quoi, j'ai mes 3 écrans, je peux commencer à bosser. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils avaient fait une transparence où en fait le Quest Pro, donc là ce que vous voyez, c'est mes vraies mains. Et en fait, le Quest Pro arrive à identifier quel est le modèle du PC et à le virtualiser en temps réel pour me permettre de voir entre parenthèses le clavier sur quoi je tape. Donc, vous voyez, là c'est mes mains, puis après, en fait, non, en transparence, c'est mes vraies mains. Et donc concrètement, oui, ici, le but, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qu'on tape et d'avoir vraiment une partie de spatial computing. Donc, du coup, concrètement, la seule chose, voilà, on va faire une petite conclusion ensemble. Le deal, c'est dans les plusieurs années, qu'est-ce qui vont arriver? C'est vraiment, on va aller vraiment vers des choses où, je pense que l'ordinateur portable va continuer à se miniaturiser. Pour ceux qui ont vu le dernier Yoga X, le dernier Yoga qui est arrivé, euh, le Novo Yoga i9, le voilà. Pour ceux qui ont déjà vu le dernier, le Novo Yoga, ceux qui ont déjà vu le dernier Yoga, simplement, on parle d'un ordinateur portable qui a 2 écrans directement. On ne parle plus d'avoir un PC. Donc ça, c'est une des très belles évolutions. Hein. On commence à avoir des grosses notions de se dire, oui, de toute façon, on n'a plus un seul écran, on a 2 écrans par défaut. C'est un produit qui actuellement, je connais pas mal de gens qui commencent à se pencher dessus. Pourquoi? Parce que la manière nomade de travailler et d'avoir toujours 2 écrans sur soi, sur ce PC aujourd'hui coûte un petit prix, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs produits du marché lorsqu'on parle d'être nomade avec 2 écrans. Derrière ça, voilà, on continue. Donc, on continue à miniaturiser les PC. Là, j'ai mon petit téléphone, voilà, avec le petit Samsung, les Fold qui commencent à arriver à se déplier. On continue à miniaturiser sur ça et peut-être à un moment sur la workplace, on finira par ne plus avoir de PC, mais directement juste une paire de lunettes qui pourra nous servir de PC. Du coup, là, c'était ma petite présentation sur la future de la workplace. J'espère qu'elle vous a plu et si vous avez des petites questions. Merci beaucoup, Clément, c'était super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toi, c'est quel Apparemment, casque que tu as du coup? Alors moi, j'ai un MetaQuest Pro. Le MetaQuest Pro est sorti il y a 2 ans. Quelles sont les choses qu'il y avait dedans il y a 2 ans? Il y a la reconnaissance des mains, la reconnaissance du visage et de la bouche. Quand j'ouvre la bouche, etc., c'est reconnu dedans. Ça permet de faire des interactions. Aujourd'hui, l'Apple Vision Pro fait la même chose 2 ans plus tard. Et lorsque vous prenez le dernier MetaQuest 3 qui est sorti, le MetaQuest 3 n'a pas la reconnaissance de visage, mais a les mêmes écrans, voire plus performants que ceux du Pro. Et à titre de comparaison, le MetaQuest 3 avec les meilleurs écrans, il est à 800, du moins 600, 700 maintenant, alors que le Pro à l'époque, j'ai payé 1300. Ouais, quand même, d'accord. Et du coup, ce que tu colles à l'intérieur, c'est en Unity, c'est ça? Oui, alors pour D'accord. l'instant, à savoir, c'est que Mesh, c'est quelque chose que. Il y a 2 choses dans Mesh. Donc, la partie, les environnements custom se font Unity. L'une des choses que propose aussi, donc ça va arriver, hein, c'est pas encore, le produit est tout frais, hein, il est de janvier.
Concrètement, en fait, la plupart, donc si vous voulez customiser, aller dans le fin fond du détail, c'est du Unity. Vous pouvez trouver pas mal de gamins sortis d'école qui font du Unity, ils adorent ça. Mais après, concrètement, vous avez aussi une autre partie qui est no code, des parties de customisation, donc comme ici. Je veux rajouter dedans, par exemple, une image. Et ben, du coup, je clique sur l'image et là, je vais avoir une vidéo, un media link. Et je prends juste, voilà, par exemple, cette image, copier l'adresse de l'image, je la mets là-dedans, je pense que ça devrait le faire. Et voilà. Et là, j'ai mis une image dans mon environnement. Et après, bah, je la mets là dans l'environnement, je la laisse là au pire. Donc ça, c'est des parties no-code. Hein. Il y a des petites parties no-code, mais par exemple, les web pages, c'est pas encore no-code. Les web pages, elles sont sorties le mois dernier dans Unity, donc en no-code, elles vont pas encore arriver dedans. D'accord. En termes de code, ça ressemble à quoi, Unity? Je connais pas du tout. Alors Unity, il y a beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle des préfabs. C'est des choses qui sont préfaites aujourd'hui. Donc ça, par exemple, tout ça, c'est déjà fait. Donc il y a l'élément 3D, quand on utilise des points OBJ, c'est des éléments 3D qu'on place sur la scène. Et une fois qu'on a tout placé dans l'environnement, on peut les faire de manière interactive avec ce qu'ils appellent du TypeScript. Un TypeScript, c'est vraiment un script. Il y a une partie no-code avec juste les cases, un peu comme Power Automate, où il y a les cases, on les fait interagir. Et après, il y a une partie TypeScript qui est en code dur avec du C# derrière ou un autre code. Certains utilisent d'autres codes dans Unity pour ça. D'accord. Ok. Voilà, là il est parti par exemple la plupart. Moi je suis pas designer 3D, hein, je suis pas un génie là-dessus. Concrètement, je vais sur internet, je cherche un arbre, j'ai un arbre. Je cherche un banc, j'ai un banc. Après, il y a des gens qui s'éclatent à virtualiser des choses. Il y a des gens, donc il y a quelque chose qui s'appelle Quixel Megascan. Donc ça, par exemple, je pense que l'épée, on peut dire que c'est un Quixel Megascan. Donc c'est un scanner 3D. Il le passe sur l'objet et du coup, au final, ça permet de. J'allais dire, je l'ai pris en main au lieu de la. Mais ça, par exemple, ça a été fait par un scanner 3D, quoi. Ok. Et t'as pas encore de copilote dedans, enfin, qui peut te générer des contenus? Alors concrètement, le copilote, à savoir, lorsqu'on a la vidéo de Mesh, il y a 10 secondes, et vraiment 10 secondes à la fin de la vidéo, où tu vois que la personne, elle a un copilote et elle dit oui, agrandis-moi une fenêtre. Et la fenêtre s'agrandit avec copilote. Oh, Il y a trop 10 bien. secondes de vidéo là-dessus. Je ne sais pas si ça sortira ou pas, on ne sait pas, tu sais. Mais dans la com sur Mesh, les 10 secondes à la fin de la vidéo disent du moins, il y a un copilote dans Mesh dans les 10 dernières secondes. Voilà. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si ça va release, on verra. Hein. Mais c'est vrai que ça serait top. Genre d'avoir un copilote qui génère de l'environnement comme ça, c'est vrai que ça serait super top. Ouais, c'est clair. Du coup, En tout Lou, cas, ouais, ouais, merci, hein, parce que je connaissais pas, enfin, je connaissais pas du tout Mesh et tout ce qui est ouais, bah, environnement c'est comme ça dans les vraiment, casques. c'est pour ça, je sais qu'on, j'allais dire, on est encore sur de la workplace avec du SSM et du Intune, les gars, mais Oui, voilà. non, 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 je rigole. Mais concrètement, ouais, c'est des choses qui, aujourd'hui, Digital Workspace, CMA, CGM, il y a des choses. Là, j'ai fait l'exemple d'un musée, c'est très public, mais dans vos boîtes, j'en connais qui ont des grosses monitorisations à coup de 16 écrans. Ben, dans un environnement virtuel, tu te connectes et tu vois tes 16 écrans d'un coup et basta, quoi. Ouais, effectivement. Et en taille, tu mets la taille que tu veux. Je sais que ça fait un peu, certains disent que ça fait un peu vidéo, gadget, jeu vidéo, quoi. Mais aujourd'hui, lorsque tu as moins de 30 ans, qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, quoi. Oui. Donc, du coup, Ouais, merci beaucoup. David, t'avais une Jusqu'à question? 40, c'est bon. Ouais, juste une petite question. Enfin, pour avoir les ressources là, pour un débutant, vers quel type de document il faut s'orienter? Est-ce pour que la partie tu as des mesh, liens? Ouais, c'est ça. alors, mesh, l'une des choses que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle le mesh 101. Le Mesh 101, c'est le tuto basique de chez MS pour utiliser la première chose. Donc, à savoir, c'est que quand vous voulez commencer, donc vous allez avoir besoin d'Unity. Et une chose qu'ils ont direct, c'est ce qu'ils appellent le Mesh Toolkit. Donc, vous installez le Toolkit dans Unity.
Et une fois que vous avez installé le toolkit dans Unity, vous avez déjà des préfabriqués. Je vais vous montrer, parce que là, je pense que je dois l'avoir par là. Alors, attends, il faut que je passe juste le clavier en français, parce que sinon, je vais me paumer. Hop, Mesh 101. Si j'ai Internet, voilà. Plus d'ensemble du Mesh 101. Ça, c'est et en plus, tu vois, ils l'ont en français, un excellent moyen d'apprendre à ça. Il te montre vraiment toute l'overview, donc comment faire un projet, qu'est-ce que c'est le visual scripting pour avoir des boutons qui interagissent. L'exemple le plus classique qu'ils ont mis, justement, c'est l'éolienne. Donc, l'éolienne que je vous ai montré, ça fait partie des exemples que fournit Microsoft. Dedans, vous allez avoir vraiment comment déplacer des objets, les faire interagir, comment rendre votre environnement disponible dans l'application Mesh. L'application Mesh, elle se télécharge juste dans le store, hein. Et après, derrière ça, voilà, vous avez vraiment toute la partie step by step. Je suis pas un génie, hein, vraiment. J'ai suivi ça. Il vous montre voilà comment vous avez des chapitres à chaque fois dans les choses. Vous pouvez suivre les chapitres et step by step, il vous explique en fait comment ça marche Mesh dans Unity. J'ai jamais fait de dev en jeu vidéo. Je suis pas un génie, hein. Concrètement, en suivant ça, vous allez pouvoir commencer à faire vos premiers environnements. Après, une fois que j'ai fait ça, vous avez des environnements, vous pouvez les améliorer, scripter la logique de votre scène, et derrière ça, en plus, ils vous ont mis des exemples. Donc, il y a pas mal d'exemples. Par exemple, ils ont mis ce qu'ils appellent la toy box, où il y a pas mal de choses qui sont dedans. L'une des choses les plus intéressantes, ça va être la galerie des effets physiques. Donc ça, c'est juste une boîte à outils concrètement, et dedans, en fait, ils ont utilisé plein de choses sur la physique, la gravité, comment les éléments, on peut les étirer, élasticité, etc. Si vous avez des cas, voilà, comment faire une explosion. Il y a des choses, moi ça dépend de j'allais dire votre job, hein, mais par exemple, oui, tu pourrais être dans une entreprise de démolition et simuler des explosions, quoi. Donc voilà, après ils ont des exemples, Toybox, et donc par exemple ils ont le Science Building. Et tu vois que le Science Building, en fait, par exemple, j'ai pris les murs du Science Building pour moi-même faire mon environnement. Donc là, c'est des fois des préfabriqués qui existent. Et donc du coup, j'ai juste pris le mur et j'ai pu l'utiliser pour créer mon propre environnement. Donc voilà, il y a plein d'exemples là-dessus. Ils ont fait le tutoriel Mesh 1, le Mesh 101. Une fois que vous êtes prêt, après, vous avez le 201. Donc le 201, c'est celui qui contient celui pour mettre des pages web. Parce que dedans, vous voyez, moi j'ai mis un petit Power BI. Il y a mon Power BI qui est là-bas, celui des events qu'on fait avec la communauté AMS. Et ben concrètement, ça vous montre dans le Mesh 201 comment interagir avec des pages web. C'est que là, les pages web, c'est des vraies pages web, hein, elles sont interagissables. Donc, si j'appuie là, alors combien on a eu d'AMS Day dans l'année? Si je clique, ça va filtrer et ça va le mettre. Ça, c'est une page web, hein, c'est pas une image. Donc voilà, après vous pouvez suivre les tutos. Voilà, pourquoi j'ai affiché les routes? Bon. Vous pouvez vraiment suivre les tutos de chez MS sur ça. Ils sont très complets. La techno est ultra nouvelle. C'est sorti en janvier. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas encore. Donc c'est pour ça qu'ils ont un truc de mesh early adopters. Mais voilà quoi. Après, pour moi, c'est des choses où concrètement, je prenais le cas d'Exakis Nelite. Exakis Nelite, voilà, boîte de consulting, je pense que tout le monde connaît. Ils ont 14 agences en France. Lorsqu'il s'agit de faire un onboarding, s'ils doivent ramener tout le monde à Paris, les coûts, ça commence à chiffrer. Alors que faire ça, un petit environnement pour faire un onboarding, peut-être que ça peut faire gagner du temps et de l'argent. Après, tu pourras nous... Non, c'est bientôt, tu pourras nous mettre la console Intune dedans. Ouais, bah, oui, tu peux mettre n'importe quelle page web. Et tu peux mettre n'importe quelle page web, il n'y a aucun problème à ça. Donc, tu peux mettre des consoles, des choses comme ça, de l'administration. Pour moi, la monitorisation, je trouve que c'est sympa. Alors après, juste petit warning, hein. Le petit warning, c'est Mesh, c'est Teams Premium. Donc, c'est pour ça. Donc, il faut que vous ayez Teams Premium, malheureusement. Il y avait d'autres questions? Ok. Bon, J'ai pas de bah, question. C'est que c'était clair. 54, je pense que je suis à peu près à l'heure. Oui, parfait.
de toute façon, tu pouvais dépasser un peu, hein, c'est pas très grave. Ah bah après, il faut que les gens Enfin, ont faim quand même. Oui. Pour info, la session, la vidéo sera en ligne dans l'après-midi sur YouTube, sur la chaîne. On publiera sur la page LinkedIn pour mettre le lien de la vidéo. Merci beaucoup Clément pour la session, c'était super intéressant. Ben, merci à tout le monde d'être venu. Et on se retrouve le 30 mai en ligne à midi pour une session sur Azure Sentinel de Mehdi Dakama. Merci à tous et bonne journée à tous. Merci. Bon Bonne journée. appétit. Merci.